Mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de la mi-journée au sommaire de l'actualité. Le président de la République a reçu ce matin, aujourd'hui au Palais présidentiel, le grand champion olympique cubain de saut en hauteur, Javier Sotomayor. Et les gardes-côtes qui fêtent leur 5e année d'existence. Ce 5e anniversaire des gardes-côtes a été commémoré aujourd'hui avec brio en présence du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. Voilà pour le sommaire. Merci de nous accueillir chez vous. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu aujourd'hui au palais présidentiel le grand champion olympique cubain de saut en hauteur, Javier Sotomayor. Le champion a été introduit auprès du chef de l'État par le secrétaire d'État à la jeunesse et des sports, Badoul Hassan Badoul. Au cours de l'entrevue, le chef de l'État a félicité l'athlète cubain pour ses performances sportives et ses très nombreux titres au niveau mondial et olympique qu'il a gardés des années durant. Ce dernier reste un exemple à suivre pour de nombreuses jeunes, génération après génération. Ce champion de saut en hauteur est le plus titré au niveau mondial. Il est le seul athlète à avoir remporté à 2 reprises les championnats du monde en plein air au saut en hauteur en 1993 et en 1997. Il a obtenu 4 médailles d'or lors des mondiaux en salle 1989, 93, 95 et en 1999. Performance que seul le Suédois Stefan Holm a réussi à égaler. Vainqueur des Jeux Olympiques de 1992 à Barcelone et médaillé d'argent à Sydney en 2000. Une démonstration de lien d'amitié entre Cuba et Djibouti. Je suis aussi heureux parce que j'ai vu que les présidents ils connaissent de ma carrière sportive. Nous avons abordé le sujet de la relation entre Cuba et Djibouti, la coopération qui existe entre les deux pays dans les domaines de la santé, de l'esport, la formation de ressources humaines, par exemple beaucoup d'ingénieurs, de médecins, et surtout pour les conditions qu'ils sont en train de créer dans votre pays pour la pratique du sport. Mais tous les collaborateurs cubains qui sont ici, et même ceux qui ont été formés à Cuba, et moi-même, nous vous souhaitons et nous sommes sûrs que Djibouti pourra avoir de bons résultats dans l'avenir. Éxito en el deporte en el futuro. Le secrétaire d'État à la jeunesse et des sports a pour sa part exprimé son immense plaisir à accueillir à Djibouti ce grand champion détenteur de nombreux titres au niveau mondial et olympique. Notre département ministériel profitera pleinement de son expérience afin qu'on puisse parvenir à repérer des jeunes talents et à les stimuler, à réaliser bien sûr les premiers succès au saut en hauteur, a-t-il déclaré. On l'écoute. D'abord, je suis très heureux ce matin. Le président de la République a reçu donc, le grand champion Sotomayor, comme vous l'avez vu. Cela témoigne également aussi de l'effort du gouvernement djiboutien, surtout du chef de gouvernement, à donner une image de Djibouti, donc surtout la respectabilité de notre pays donc, dans le concert des nations. Et donc c'est pas la première fois aussi donc qu'un grand champion atterrit donc à Djibouti. Et cela témoigne aussi de la qualité des politiques publiques initiées par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, que le secrétaire d'État de la jeunesse au sport met chaque jour en œuvre. C'est une légende vivante donc du sport dans le monde. Et aussi, donc, c'est un très bon exemple pour notre jeunesse. Et j'espère que maintenant, vu les activités donc, que nous avons planifiées durant son séjour à Djibouti, du 16 au 20 janvier, par les conférences, les rencontres avec les jeunes, aussi la visite des infrastructures, cela va booster non seulement nos athlètes, mais surtout la jeunesse djiboutienne, donc à suivre l'exemple, comme l'a dit le président de la République, c'est l'effort qui finit par amener à ce que la personne puisse se surpasser. Donc c'est surtout cela, et également aussi le président de la République a aussi fait étalage donc, de ses projets pour la jeunesse, surtout en matière de sport, le développement des infrastructures dans les chefs-lieux, dans tous les chefs-lieux. Et là vraiment, donc aujourd'hui, c'était une rencontre entre le président de la République et le champion du monde. Maintenant,
nous allons faire aussi des conférences, des rencontres avec le mouvement sportif et le mouvement de jeunesse afin qu'on puisse profiter de l'expérience de Sotomayor et aussi pour qu'il puisse lui aussi découvrir le beau pays que nous avons ici. Également de l'actualité, il y a cet anniversaire. Les gardes-côtes fêtent leur 5e année d'existence. Ce 5e anniversaire des gardes-côtes a été commémoré aujourd'hui avec brio en présence du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Créés en 2010, les gardes-côtes ont pour principale mission la surveillance de nos côtes et la protection de notre zone maritime. C'est sous le signe du renforcement des capacités de ces effectifs et de ces moyens que s'est déroulé cet anniversaire. La plupart des intervenants se sont accordés à souligner que l'institution est parvenue en temps record à relever tous les défis qui lui incombent, tels que la surveillance en permanence des eaux territoriales, la formation de manière adéquate des hommes et des femmes qui la composent, ainsi que l'acquisition des nouveaux moyens équipements dans des bateaux. Cette cérémonie a permis de jeter un regard rétrospectif sur le bilan de l'institution, sur les efforts engagés, les résultats obtenus, ainsi que les perspectives à relever à court terme. Eh bien, les gardes-côtes ont mis en échec des activités illégales liées à l'immigration clandestine ou la contrebande. Cette célébration a enfin permis d'élever à des grades supérieurs certains hommes de rang. Le Premier ministre a été accueilli à son arrivée par le commandant des gardes-côtes, le colonel Waes Omar Bokhoré. Était présent également le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, ainsi que d'autres agents comme le chef de la sécurité nationale Hassan Saïd Khair. A rejoint la garde-côte djiboutienne. J'invite son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Sergent Samata Faisal Ilmi, à vos ordres, Monsieur le Premier ministre. À vos ordres, Président de l'Assemblée. À vos ordres, Mon Excellence. Excellence. Et puis une série d'interventions, puis entamons une série d'interventions. Le commandant des gardes-côtes, le colonel Waes Omar Bokhoré, a tout d'abord tenu à remercier le président de la République pour ses efforts inlassables à soutenir l'institution depuis sa création et à l'heure où le phénomène de la piraterie maritime prenait de l'ampleur. Suivant un extrait de son intervention. Au moment où nous terminons notre 5e année d'existence, la garde-côte djiboutienne peut se féliciter d'avoir atteint des objectifs notables malgré le peu des équipements et l'insuffisance du capital humain. En termes de mission de la garde-côte qui a été confiée, il est important de mettre en relief que les activités illégales qui s'effectuent en mer, telles que la pêche illégale, l'immigration clandestine, les contrebandiers, les trafics d'armes est encore chuté depuis ces dernières années. On laisse place au contrôle minutieux et aux patrouilles permanentes des gardes-côtes, des agents de la garde-côte djiboutienne. En effet, il m'incombe d'évoquer la particularité de cette année en termes de donations, puisque la garde-côte djiboutienne a accueilli en 2015 notamment 25 voitures de plusieurs types, 10 bateaux de 10 mètres équipés de dernière technologie donnés par les pays frères et amis du Royaume de l'Arabie Saoudite le 4 octobre 2015 et de grands patrouilleurs rapides de type 20 mètres dont du peuple et du gouvernement du Japon
aux gardes-côtes djiboutiens le 2 décembre 2015. Ces nouveaux équipements navals et terrestres font considérablement donner une nouvelle dimension et brider consistance au travail remarquable réalisé par des femmes et des hommes de notre institution. Excellences, Mesdames et Messieurs, en matière d'infrastructures construites et financées intégralement par la République de Djibouti et des formations de personnel a été formée en 2015 par le financement du gouvernement djiboutien. En ce jour si particulier, je me dis rendre hommage aux efforts incessants et aux motivations sans mesure des agents de la garde-côte djiboutienne qui ont réalisé des résultats louables sur le terrain. Enfin, je terminerai mon discours en adressant un remerciement sans évoque au président de la République, Son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, chef suprême des armées, pour l'importance privilégiée qu'il porte à l'évolution de la garde-côte djiboutienne, mais aussi des soutiens inconditionnels et indéfectibles qui nous accompagnent depuis la création de notre institution et qui justifient le développement fulgurant atteint en ce peu de temps de la garde-côte djiboutienne. Écoutez cette fois le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Ahmed Hassan. Il a pour sa part retracé tous les défis que l'institution a dû relever au cours de sa très jeune existence. C'est pour moi un honneur et un privilège que de me trouver parmi vous pour ce 5e anniversaire de la garde-côte djiboutienne. Que 5 ans pourrait-on s'exclamer, tant nous pensons tous que cette institution existe depuis bien plus longtemps. La raison en est que beaucoup d'activités ont été réalisées ces dernières années et que la garde-côte djiboutienne a réussi à s'imposer au quotidien, et ce sur le terrain, dans la sécurisation du domaine maritime national. Ce résultat est d'abord le fruit du travail acharné mené par le commandement de la garde-côte et l'ensemble du personnel de la garde-côte djiboutienne. C'est aussi la résultante de tous les efforts entrepris par le gouvernement sous la direction du président de la République pour renforcer les capacités opérationnelles de la garde-côte, et ce à travers l'augmentation constante de son budget de fonctionnement et l'accroissement permanent de l'effectif du personnel. Le gouvernement, en application des directives du président de la République, prendra toutes les dispositions nécessaires pour continuer à appuyer la garde-côte djiboutienne dans l'accomplissement de ses objectifs à travers un effort budgétaire supplémentaire au cours de l'année 2016 et une coopération accrue avec les pays amis et les organisations internationales partenaires de la République de Djibouti dans le domaine de la sécurité maritime. Clôturant les interventions, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a félicité les gardes-côtes djiboutiens pour le développement fulgurant atteint en une courte période. Le Premier ministre. Dès le commencement de votre commandement, vous avez mis l'accent sur la formation de vos hommes. Je vous encourage à poursuivre sur cette voie, car c'est le bon exercice de leur métier par vos personnels qui déterminera le succès des actions de votre corps. Il est très important aussi que le matériel moderne que vous avez été confié soit préservé longtemps afin de rendre vos interventions efficaces, rapides et permanentes. J'ai saisi cette occasion pour m'associer aux remerciements que vous avez adressés aux représentants de tous les pays qui vous assistent pour accomplir vos fonctions. La surveillance côtière s'intègre parfaitement dans la volonté gouvernementale de préserver notre pays pour les générations futures et dans tous les domaines. L'objectif du gouvernement est de renforcer le droit non seulement dans le domaine environnemental et commercial en luttant contre la contrebande et le commerce illicite, mais le gouvernement tient également à intervenir dans le domaine des droits de l'homme en supprimant sur notre territoire tout trafic d'êtres humains
qui transitent dans notre pays pour se rendre en Europe ou dans les pays riches de la région. En effet, il devient très important de nos jours d'accentuer la lutte contre le terrorisme et les trafics de toute nature qui peuvent compromettre la sécurité et la stabilité aussi bien nationale qu'internationale. Officiers, sous-officiers et personnels des gardes-côtes, plus que jamais, avec les moyens qui vous ont été accordés, vous devez continuer à remplir votre mission avec compétence, fermeté et intégrité dans le respect des droits de chacun. Ainsi, en consolidant l'état de droit dans notre pays, vous contribuez efficacement à la lutte contre toutes sortes de banditisme et contre le terrorisme de toute forme de piraterie en coordination avec toutes nos forces armées et de police. Je souhaite à vous tous un très bon anniversaire et je vous remercie de votre attention. Voilà donc pour le discours du Premier ministre. Par la suite, regardez cette image de cette démonstration. Les gardes-côtes ont tout récemment bénéficié de nouveaux moyens qui élargissent leur rayon d'action aux zones d'opération. Ces moyens leur ont été offerts par l'Arabie Saoudite et le Japon. Ainsi, une démonstration a été faite au cours de cette cérémonie. Cet exercice a démontré les capacités d'action des gardes-côtes. Rapidité d'intervention, efficacité et disponibilité en tout temps sont leur maître mot. Dans le reste de l'actualité, sous le haut patronage de la secrétaire d'État chargée à la solidarité nationale, Zahra Youssouf Rayad, l'ONG Qatar Charity a procédé aujourd'hui à l'inauguration officielle de son nouveau bureau situé à proximité du laboratoire Abdan au Saline Ouest. Cette cérémonie a vu la participation du chargé d'affaires du Qatar, du président du conseil exécutif de l'ONG, Youssouf Al-Kawari, du directeur du bureau, Mohamed Abduladim, ainsi que des représentants des organisations humanitaires présents à Djibouti, dont le directeur du Diwan al-Zakat. L'inauguration du nouveau bureau de Qatar Charity reflète la bonne relation qui existe entre la République de Djibouti et l'État du Qatar. Cette ONG caritative va contribuer aux efforts entrepris par le gouvernement en faveur des personnes démunies et des réfugiés yéménites installés à Djibouti. Dans un discours prononcé à cette occasion, le président du conseil exécutif de l'ONG Qatar Charity a souhaité tout d'abord la bienvenue aux participants, notamment la secrétaire d'État à la solidarité nationale Zahra Youssouf Rayad. Il a par la suite affirmé que cette ONG renforcera ses efforts pour répondre bien sûr aux besoins des personnes nécessiteuses ici à Djibouti. Et de son côté, la secrétaire d'État à la solidarité nationale, Zahra Youssouf Rayad, a prononcé un discours dans lequel elle a félicité l'ONG pour son installation déjà sur place à Djibouti, puis pour ses multiples initiatives humanitaires. Elle a indiqué que l'ONG va contribuer aux efforts du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des familles pauvres et les plus vulnérables. Madame Zahra Youssouf Rayad a enfin assuré les Qataris de la disponibilité de son département pour faciliter les opérations de l'ONG. wadanadan asxaabtan hay wala carabta ka socda marka sidahan baan xafladan maanta wala soo qayb galnay. Autre action de bienfaisance dans le cadre des efforts visant à l'amélioration des conditions des réfugiés yéménites installés à Djibouti, l'organisation de la jeunesse islamique ou l'ONG OAMI a organisé aujourd'hui une cérémonie pour la signature d'un contrat avec l'ONG Action Humanitaire Afrique et l'Office national d'assistance des réfugiés sinistrés, l'ONARS. Ce contrat tripartite va permettre à l'ONG OAMI de prodiguer des soins médicaux aux réfugiés yéménites installés à Djibouti. La cérémonie a vu la participation notamment du chargé d'affaires de l'ambassade du Yémen à Djibouti, Hamad Ahmed Al-Udaini, le directeur du département arabe au ministère des Affaires étrangères, Mohamed Ali, le directeur du bureau AMI à Djibouti, M. Maïsara Mohamed Saif, et le secrétaire exécutif de l'ONARS, M. Hussein Hassan Darar. Les représentants de l'ONG Action Humanitaire Afrique et du HCR ont assisté également à la signature de cet accord. Rappelons que l'ONG OAMI
a exécuté plusieurs opérations et interventions en faveur des réfugiés yéménites à Djibouti en collaboration avec le gouvernement djiboutien. In Djibouti, this signature today with WAMI is to strengthen our partnership. Actualité à présent hors de nos frontières. Au Burkina Faso, l'attaque des djihadistes au cœur de la capitale Ouagadougou a fait au final 29 morts et une trentaine de blessés. Les 4 assaillants qui ont mené l'attaque ont été éliminés par les forces de l'ordre. 6 Canadiens, 2 Français, 2 Suisses et un Américain figurent notamment parmi les victimes. Explication. Les forces de sécurité du Burkina Faso ont repris hier les contrôles d'un grand hôtel de la capitale, Ouagadougou, attaqué par un commando d'Al-Qaïda vendredi soir dans une opération qui a fait 29 morts selon les bilans disponibles. Selon le ministère français des Affaires étrangères, 2 Français ont été tués dans cette attaque, la première contre la capitale du Burkina Faso. À la différence du Mali voisin, le Burkina Faso avait jusqu'à présent été largement épargné par les violences islamistes, bien que le pays ait connu des troubles politiques. L'attaque djihadiste visait l'hôtel Splendide et les cafés-restaurants capuchinaux voisins, prisés des Occidentaux et des soldats français déployés dans le pays dans le cadre de l'opération Barkhane de lutte contre les djihadistes au Sahel. Elle a été revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique armé au nom d'Al-Mourabitoun, le groupe des djihadistes algériens Mokhtar Belmokhtar, qui lui a fait allégeance. Ces groupes étaient déjà impliqués dans l'attaque au scénario similaire menée en novembre dernier contre l'hôtel Radisson Blu de Bamako au Mali, qui avait fait 20 morts de diverses nationalités. L'attaque de Ouagadougou signale une expansion des opérations de la mouvance extrémiste, dont les groupes forgent de nouvelles alliances pour apparaître plus visibles en écho à la montée en puissance de l'État islamique au Moyen-Orient. Fin des sanctions économiques et financières contre Téhéran, retour de ce pays dans le concert des Nations Unies à l'accord nucléaire. Le président iranien Hassan Rouhani a salué ce dimanche l'ouverture, selon lui, d'une nouvelle page entre l'Iran et le monde après l'entrée en vigueur de l'accord nucléaire historique et la levée des sanctions internationales imposées pendant des années à son pays. Cet accord conclu en juillet avec les grandes puissances est entré en vigueur hier après que l'Agence internationale de l'énergie atomique ait certifié que l'Iran avait respecté ses obligations visant bien sûr à garantir la nature strictement pacifique de son programme nucléaire. Asma Mohamed nous fait le point. La levée des sanctions internationales contre l'Iran a été annoncée hier à Vienne par les chefs de la diplomatie européenne Federica Mogherini et iranienne Mohammad Jawad Zarif. Elle marque le retour de l'Iran dans le système économique mondial. La communauté internationale a levé toutes les sanctions économiques liées au programme nucléaire de l'Iran, conformément à l'accord nucléaire conclu le 14 juillet dernier. L'Iran ayant rempli ses engagements aujourd'hui, les sanctions économiques et financières multilatérales et nationales liées au programme nucléaire iranien sont levées, ont-ils indiqué dans une déclaration commune. Le président iranien Hassan Rouhani a salué la levée des sanctions contre son pays au lendemain de l'entrée en vigueur de l'accord nucléaire avec les grandes puissances. Pour lui, il s'agit d'une page en or de l'histoire de l'Iran. L'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, a attesté que Téhéran avait respecté ses engagements en réduisant le nombre de ses centrifugeuses permettant d'enrichir de l'uranium et en envoyant à l'étranger la quasi-totalité de son stock d'uranium faiblement enrichi. Elle a aussi établi que l'Iran avait retiré le cœur de son réacteur à eau lourde d'Arak. Pour l'État iranien, la levée des sanctions devrait apporter une manne financière non négligeable de 30 milliards de dollars gelés sur des comptes à l'étranger et dont l'Iran va pouvoir disposer instantanément. Les sanctions européennes avaient entraîné le placement sur une liste noire de 92 Iraniens et 466 sociétés ou groupements dont les avoirs avaient été bloqués. Grâce à cet argent, l'Iran va pouvoir importer des équipements, notamment des avions pour sa flotte nationale. Les embargos de l'ONU sur les armes conventionnelles et sur les missiles basiliques sont maintenus jusqu'en 2020 et 2023 respectivement. Voilà, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous. Pourquoi l'offensive d'Obama sur les armes à feu est un non-sens? La réponse dans le focus. Restez avec nous juste après la pause. On se retrouve avec Negat Fouad. Préparez
Préparez-vous à rire. Canal+ lance le Parlement du Rire, sa toute première émission humoristique 100% africaine. À l'affiche, Maman et ses 3 vice-présidents invitent le meilleur de l'humour africain. Au programme, des parlementaires et un public déchaîné. Et surtout du rire et encore du rire. Je compte sur vous pour faire exploser l'applaudissement. Et ce n'est pas tout. Découvrez une programmation hilarante avec de l'action tournée en dérision sur Canal+. La nouvelle série Ton pied mon pied sur Nollywood TV, l'excellence du stand-up sur A+, et les meilleurs talk shows sur BET. Ce mois-ci, on est tous unis pour le meilleur et pour le rire avec les bouquets Canal+. Et même le prix du décodeur à 5000 francs vous donne le sourire. Et la parabole est offerte. Pour une croissance saine de vos enfants, choisissez le lait Modilac, enrichi aux vitamines et en fer. Vous êtes étudiant. Vous possédez une ligne fixe sans Internet. Djibouti Télécom a la solution pour vous. Pour tout achat d'un abonnement Internet étudiant de 1 méga, Djibouti Télécom vous offre le modem ainsi que les frais d'installation. Et profitez ainsi de nos offres spéciales étudiants avec un forfait 6 mois à 19 950 francs. Le forfait pour une année complète à 35 700 francs. Offre d'installation gratuite valable jusqu'au 31 janvier. Djibouti Télécom, chaque jour plus proche de vous. Bien avant que tu ne naisses, j'en savais déjà beaucoup sur toi. Tout ce que je fais pour toi, c'est par amour. Et je veux te donner ce qu'il y a de meilleur. Aujourd'hui, si tu pleures pour ton premier jour d'école, je risque de pleurer encore plus. Nouveau Nido Fortigro, une combinaison unique de vitamines, minéraux et protéines de qualité qui aide vos enfants à grandir et réussir. Ayez confiance en vous. Nido, votre amour, leur futur. Bienvenue maintenant, place au Focus. Nagad Fouad m'a rejoint. Bonjour Nagad. Bonjour Asma. On commence Focus par cette offensive de Barack Obama, le président américain, sur les armes à feu est un non-sens. Alors, explication. Voilà, c'est dit, c'est un débat absurde quand on entend aujourd'hui que les Américains sont attachés à ce droit fondamental de porter une arme quand il en va de la culture et de leur histoire. Donc c'est un héritage pionnier, vivant, dans un monde hostile où il faut se défendre. Donc laissons le débat aux États-Unis. Donc quand les pères fondateurs rédigent la constitution de leur tout jeune âge, en fait quand le pays était très jeune, ils posent en fait dans le deuxième amendement le principe suivant qu'il faut lire avec attention. Le droit de chacun de posséder et de porter une arme ne doit pas être enfreint. La liberté totale donc, mais pourquoi? Lisons la suite pour ce qui est une milice bien organisée et nécessaire à la sécurité d'un État libre. Donc remettons ça en français d'aujourd'hui, c'est parce que quand une milice bien organisée est nécessaire à la sécurité d'un État libre. Donc voilà la raison, les armes sont nécessaires pour se défaire de l'emprise de la couronne britannique, affronter la meilleure des armées du monde à l'époque, le tunique rouge, et ensuite les armées de l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, d'alors n'a pas en fait
n'ont pas d'armes ni les moyens pour s'en payer. Donc il faut permettre à chacun de s'équiper et s'acheter un fusil pour se défendre et s'entraîner au tir pour pouvoir armer les citoyens auto-constitués. Ce fameux deuxième amendement ne consacre pas de fond par un principe fondamental, il vient au contraire répondre à un besoin du moment. Donc c'est une loi ad hoc qui est aujourd'hui complètement obsolète puisqu'il ne pourra pas échapper que d'être armé, bien équipé. Les Américains sont bien pourvus d'arguments. Donc pour cantonner les États et le Congrès qui lui est hostile, Barack Obama va donc jouer sur l'achat des armes à feu sur Internet, territoire virtuel qui n'est pas la souveraineté de l'État. Donc, seule mesure générale interdit la vente d'armes à feu aux personnes ayant une mentalité instable. Un petit pas pour l'homme et un petit pas pour le règlement du feu d'armes à feu. Et pour terminer l'insolite loterie Powerball, 3 gagnants pour le jackpot de 1,6 milliard de dollars. Donc ce n'est pas 1 mais 3 vainqueurs que devront se partager 1,6 milliard de dollars de Powerball. Dont le tirage a eu lieu mercredi soir. Les gagnants ont validé leurs tickets respectifs en Floride, en Tennessee et en Californie. Même si les réseaux sociaux en fait disent que plusieurs personnes affirment avoir le lot. Depuis le 4 novembre, personne n'a gagné autant d'argent et personne n'a eu un jackpot d'un milliard 600 dollars. Donc, du coup, des millions d'Américains se sont précipités pour jouer, dépensant en fait des milliers de pièces pour obtenir le ticket de jackpot. Merci Negad pour ce focus. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.